En manchette, le Centre québécois de formation aéronautique de Chicoutimi touché par la pénurie de main-d'œuvre, autour des bouchons de liège d'être récupérés à Saguenay, et le spectacle Une autre histoire de Noël du théâtre sans masque acclamé pour une 12e année. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce web journal du lundi 9 décembre 2019. La pénurie de main-d'œuvre frappe de plein fouet les enseignants du Centre québécois de formation aéronautique du Cégep de Chicoutimi. Ils réclament une rémunération à la hauteur de leurs responsabilités et de leurs particularités. Les représentants du syndicat du CQFA et la CSN rencontreront au cours des prochains mois les députés de la région pour les sensibiliser à la cause. Charlotte Côté, pourquoi les instructeurs réclament-ils une hausse salariale? Eh bien, Pierrick, c'est parce qu'ils sont obligés en ce moment de faire plusieurs heures de travail supplémentaires pour réussir à faire tout le travail qui est mis sur leurs épaules. Et également, en fait, le salaire qui est donné aux instructeurs en ce moment est beaucoup moins élevé que le salaire qui est offert aux instructeurs qui travaillent dans des écoles privées dans le domaine de l'aéronautique. Il faut savoir que le CQFA, c'est la seule école publique dans le domaine de l'aéronautique au Québec. Et selon le président du syndicat, Michel Lemieux, le salaire, c'est vraiment le plus gros obstacle aux futurs instructeurs. Donc, on l'écoute à l'instant. Bien, écoutez, ça semble être le principal frein aux gens à venir dans la région parce qu'il faut que les gens, généralement, qui sont dans les grands centres, quittent leur milieu. Souvent, leurs familles sont là. Alors, aller s'installer en région puis quitter tout ça, laisser tout ça derrière eux pour un salaire moindre, bien, c'est là que ça accroche. Cette pénurie de main-d'œuvre peut-elle avoir un impact sur la formation des jeunes? Oui, en fait, parce qu'il y a une grande augmentation du trafic aérien présentement et on prévoit que d'ici 20 ans, il va y avoir une pénurie au Canada seulement de 3000 pilotes. Donc, les entreprises d'aviation canadiennes, par exemple Jazz Aviation et M. Lemieux, en fait, sont inquiets de ne pas être capables de combler tous ces besoins. En conférence de presse, M. Lemieux a même expliqué justement que s'il n'y a pas d'école de pilotes, en fait, il n'y a pas de pilotes non plus qui vont pouvoir être formés. Et que demande le CQFA aux députés? Ils ont envoyé la semaine dernière plusieurs demandes de rencontres aux élus de la région ainsi qu'à la députée de Chicoutimi, Mme André Laforêt. Puis, le but, en fait, c'est de rappeler l'importance du CQFA en région ainsi que de redresser l'écart salarial. Charlotte Côté, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Le concessionnaire Alma Ford a été volé pour plus de 150 000 $ vendredi en soirée. Ce sont 2 camionnettes neuves qui ont été dérobées vers 19 h. Les voleurs ont sectionné la chaîne de la cour où les véhicules neufs sont regroupés. Il s'agissait des 2 véhicules les plus dispendieux de l'inventaire. Un citoyen a alerté les autorités à la suite des activités suspectes. Une enquête de la Sûreté du Québec est en cours. Et la police de Saguenay est toujours à la recherche de 3 individus ayant braqué un logement de Chicoutimi samedi matin. Le trio a pénétré la demeure armé et cagoulé. Un des locataires a été agressé à l'arme blanche. Il a subi des blessures mineures et est toujours hospitalisé. La police ignore s'il y a un lien entre les locataires et les agresseurs. Et c'est 6,26 % de l'électorat qui a voté dimanche lors du vote par anticipation dans le district 1 afin de trouver un successeur à Jonathan Tremblay. 5 candidats sont en lice. 3 sont indépendants, soit Jimmy Bouchard, Régent Hudon et Daniel Tremblay-Larouche. Quant à Dominique Gagnon et Gilles Tremblay, ils portent respectivement les couleurs de l'Alliance Saguenay et de l'équipe du Renouveau démocratique. L'élection se tiendra dimanche prochain. La guignolée des médias a permis d'amasser près de 32 500 $ jeudi dernier pour la soupière de Jonquière. Ce montant représente 50 % du budget annuel de l'organisme. Pour en savoir davantage, ma collègue Lilia Gaulin s'est entretenue avec le superviseur de la guignolée des médias pour le secteur Jonquière, Daniel Lavoie. Monsieur Lavoie, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez m'expliquer quels sont les impacts de ce montant sur la soupière de Jonquière? L'impact est extrêmement important. À la soupière de Jonquière, nous servons environ 90 repas par jour. Et pour un total de l'an passé, 2018, on était à 17 500 repas servis. Et ce montant-là couvre environ 50 % de notre budget annuel, ce qui est extrêmement important. Et est-ce que le montant pourrait encore augmenter? Bien sûr, le montant, il y a des dons qui se font jusqu'au 24 décembre.
Il y a eu un spectacle bénéfice. Marc Hervieux est venu donner un spectacle à Chicoutimi. Et ce montant-là a rapporté 18 500 qui est réparti à travers les soupières de la région, l'ensemble des soupières. Et normalement, on devrait atteindre le 40 000 facilement. Et est-ce que la guignolée des médias est votre principale source de financement? Non, la guignolée des médias n'est pas la principale source. C'est seulement 50 environ 50 à 60 Donc, il y a d'autres revenus qui viennent soit des subventions gouvernementales, une petite subvention gouvernementale qui est très, très peu. Et il y a des dons qui viennent des spectacles anonymes. Que vous avez dit. Outre les spectacles, est-ce qu'il y a d'autres choses, des dons? Des dons qui viennent souvent de personnes anonymes, là, des mécènes en principe, là, qui viennent nous donner de l'argent, effectivement. Et qui peut fréquenter l'endroit? Évidemment que ce sont des gens vraiment dans le besoin. Et on a un contrôle là, sur les gens qui viennent à la soupière. N'importe qui ne peut pas venir à la soupière. Donc, il y a des cartes d'assistés sociaux qui doivent fournir, leur revenu annuel, tout ça. Et à ce moment-là, c'est évalué aux 3 mois. Et lorsque les gens se présentent à la soupière, on demande les preuves. La carte. Il y a des preuves qui sont exigées. Et est-ce que ça l'augmente d'année en année? Est-ce qu'il y a plus de personnes qui viennent, qui veulent fréquenter la soupière? Les besoins sont extrêmement importants. Il y a seulement dans le secteur Jonquière-Kenogami, il y a des bénéficiaires de 90 à Jonquière, puis c'est en moyenne 60 à Kenogami. Et les besoins sont extrêmement. On considère que c'est quasiment seulement la pointe de l'iceberg. C'est incroyable. Et est-ce qu'il y a des saisons qui sont plus propices à l'achalandage? Est-ce que, par exemple, l'hiver, vous avez plus de demandes? Nous, on est en opération de septembre aller jusqu'à la fin mai, jusqu'au 1er juin, parce que les besoins sont plus grands dans cette période-là. On prend la période d'hiver où c'est très difficile, les coûts de chauffage sont beaucoup plus élevés et ça coûte très cher aussi de s'alimenter. Donc, on est ouvert, nous, dans cette période-là, bien que ça serait plus difficile de trouver des bénévoles durant l'été aussi. C'est pour ça qu'on est ouvert seulement dans cette période-là, ici à Jonquière. Parfait. Et la soupière de Jonquière est administrée par des bénévoles. Est-ce que c'est plus difficile pour vous d'en trouver? Ça va très bien. Les gens sont très généreux et les bénévoles sont présents. On a constamment des gens qui partent à leur retraite de bénévoles parce qu'ils sont très âgés. On a des gens de 85, 86 ans qui travaillent encore à la soupière depuis 25, 26 ans. Et il y en a d'autres, des nouveaux retraités qui s'impliquent, qui viennent donner leur nom et tout ça. Ouais, à ce niveau-là, ça va quand même très, très, très bien. Est-ce que vous pourriez me dire, vous avez combien de bénévoles environ? On a 150 bénévoles. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Nous avons 10 équipes de 15 bénévoles. 10 équipes réparties sur 15 jours. Donc, on passe une fois par 15 jours. Comme dans mon cas, je fais le vendredi aux 15 jours. Et notre équipe de 15, on est toujours la même équipe. Donc, il y a un esprit d'équipe qui s'installe aussi. Oui. On a un esprit d'équipe qui est formidable. On a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Le côté utile et agréable, je pense que c'est important de l'entretenir. Et quel type de repas servez-vous? Ah, mon Dieu, les repas sont vraiment de qualité restaurant. Les bénéficiaires nous le disent constamment là, que c'est bon. Il y en a même qui partent de Chicoutimi pour venir manger ici à Jonquière. Ils prennent l'autobus et ils viennent manger à Jonquière. Tout est fait sur place. C'est des repas chauds. Il y a toujours une soupe ou un potage. Salade de choux, salade verte, des repas principaux comme des côtelettes de porc, des boulettes de steak haché, de la tourtière.
C'est vraiment très, très varié. Oui, il y a une bonne rotation. Une rotation qui revient environ aux 5 semaines. OK. Donc, c'est vraiment pas monotone et la qualité de la nourriture qu'on sert, on est bien fiers de ça. Oui. De ça. Oui. Et en terminant rapidement, comment les gens peuvent venir en aide à la soupière? On peut faire des dons dans les caisses populaires, dans toutes les caisses populaires de la région. On peut faire des dons directement à la soupière. On n'a pas de site Internet, évidemment, parce qu'on travaille à des coûts minimums. Et les bénévoles peuvent faire des dons. Oui, si quelqu'un peut faire des dons à des bénévoles, sont remis là-bas, oui. Merci beaucoup. Je m'entretenais avec le superviseur de la guignolée des médias pour le secteur Jonquière, Daniel Lavoie. Il est désormais possible de récupérer les bouchons de liège dans plusieurs endroits différents à Saguenay, dont le Centre culturel du Mont-Jacob à Jonquière. Il s'agit d'une toute nouvelle initiative pour donner une seconde vie aux bouchons de liège usagés. Olivier Savard, qu'est-ce que ça apporte de récupérer les bouchons de liège? Bien, il faut dire, Pierrick, déjà, en premier lieu, que souvent, les citoyens ne savent pas nécessairement quoi faire avec. C'est un peu une zone grise. Il faut dire, on ne sait pas vraiment si on doit les mettre à la récupération, si on doit les mettre à la poubelle. On ne sait pas vraiment. Même si on regarde, par exemple, le site des éco-centres, ce n'est même pas un matériel qui est listé donc, sur leur site. Donc, les gens ne savent juste pas. Et le truc, c'est que ça ne se récupère pas toujours. Donc, ça ne se récupère pas nécessairement tout le temps. Donc, c'est parfois jeté à la poubelle, c'est parfois mis à la récupération, etc. Donc, ça permet, ces boîtes-là permettent d'enlever à la fois du liège qui pourrait être jeté ou mis à la récupération. Et on peut également en faire quelque chose d'assez utile. Donc, on peut faire des objets, par exemple. On peut faire des blocs, soit pour le yoga, ou encore on peut faire des semelles de chaussures, donc, ou des semelles d'espadrilles ou de sandales. Donc, d'un côté comme de l'autre, on enlève quelque chose de la circulation et on permet aux citoyens donc de faire du bien en leur mettant un bac où mettre leurs déchets. Et est-ce que les gens sont enclins à se tourner vers ces boîtes de récupération? Bien, on pourrait penser des fois que ça pourrait être porté à controverse un peu, étant donné qu'au Saguenay, il y a un peu un passé donc de controverse, si je pense par exemple au bac brun. Sauf que là, ce n'est pas nécessairement le cas. J'ai posé la même question donc au copropriétaire donc, du resto chez Georges sur la rue Racine à Chicoutimi et en même temps le cofondateur donc, du Festival des vins de Saguenay. C'était M. Charles Boudreau et on peut écouter sa réponse à l'instant. On est rendu là, on est en 2019, bientôt 2020, donc tout le monde, la population, le monde est rendu là, puis c'est surtout les jeunes qui poussent là, les plus réticents à agir. Donc non, moi, j'ai pas de crainte à ce que les gens soient réticents là, à plus de récupération ou plus de réutilisation. Et où se trouvent ces boîtes? On peut en trouver une au Centre naturel, au Centre national d'exposition, donc au Mont-Jacob à Jonquière. On peut en trouver une à la baie également à Chicoutimi, donc au parc de la rivière du Moulin. Merci beaucoup, Olivier. C'est un plaisir. Les bénévoles de l'opération Nez Rouge travaillent d'arrache-pied pour accompagner les conducteurs avec les facultés affaiblies. Une équipe du Web Journal a passé la soirée de vendredi avec 3 braves accompagnateurs. Voici le reportage de Myriam Tremblay. C'est à 20h que le travail commence pour les équipes d'Opération Nez Rouge. Les téléphonistes prennent les appels et les répartissent à l'aide d'une application. Et elles sont 32 équipes de 3 à 4 personnes de tous âges à attendre à être appelées au travail. En attendant, collations et jeux de société sont mis à la disposition de tous. Les septuagénaires Marc Laflamme, Rénald Côté et André Flamand en sont à leur 2e soir d'accompagnement. J'avais quelques heures à donner à ma communauté. Ça fait que j'ai dit, tiens, on va faire Nez Rouge. Bien, c'est une expérience que je voulais vivre cette année. Les gens sont sympathiques à l'intérieur de l'auto, puis il n'y a pas personne qui va mener du trouble ou quelque chose du genre. Ça va très, très bien. C'est de la communication, hein? C'est des gens qu'on ne connaît pas, puis on les connaît quand on les a transportés, puis on jase avec eux autres, puis c'est agréable. À 21h45, l'équipe reçoit sa première mission. C'est parti, mon kiki! C'est un départ. Il roule du poste de commandement situé au faubourg Sagami jusqu'aux Doulises de Chicoutimi.
Rendu là, 2 bénévoles vont dans la voiture des clients et l'autre les suit dans sa voiture jusqu'à Saint-Fulgence. Ah ben, merci beaucoup. Merci à vous. OK, bye-bye. Le premier accompagnement se termine à 22h15. Les clients donnent souvent un pourboire qui va à un organisme, soit le club de natation de Jonquière. La nuit se poursuit de la même manière, et ce, jusqu'à la fermeture des lignes à 3h du matin. Plus la soirée avance, plus les anecdotes sont nombreuses. Ah oui. Bien, hier soir, on a eu une madame là, qui était très, très enjouée. Elle voulait presque conduire l'auto à la place du conducteur, les mains par-dessus l'épaule du gars, aller dans le dash en avant, puis mettre les 4 flasheurs, puis parler très fort. L'opération Nez Rouge se poursuit jusqu'au 31 décembre. N'hésitez pas à appeler en cas de besoin. Myriam Tremblay, ATM Nouvelles, Saguenay. Pour une 12e année consécutive, le théâtre Sans masque présentait son spectacle Une autre histoire de Noël cette fin de semaine au Côté Court de Jonquière. Une fois de plus, la parodie du temps des fêtes a été couronnée de succès devant des foules totalisant plus de 300 personnes. Un reportage de Michael Fréchette. Une autre histoire de Noël est bien populaire au sein du public saguenéen en raison de leurs 3 seules représentations par année. Même après 12 ans, la réponse de l'auditoire est plus que positive. Aujourd'hui, on a 130 spectateurs qui viennent, ce qui veut dire à peu près 350 par saison. Fait que oui, c'est du public qui revient. Il y en a beaucoup des habitués. Il y a même des habitués qui connaissent nos chansons, fait qu'ils chantent avec nous, ce qui est très drôle. Bien que ce soit favorable aux assistances, de devoir effectuer que très peu de représentations est un défi supplémentaire pour les comédiens. Fait que je pense qu'on pourrait se permettre de le jouer plus souvent parce que c'est un peu ingrat de jouer 3 fois. Là, la première, on est un peu stressé. La deuxième, c'est une deuxième. Puis la troisième, on commence à être bon, puis c'est fini. Ce classique de Noël n'épargne pas l'actualité régionale en usant de jeux de mots et d'humour absurde. Ce qui fait que c'est un spectacle à chaque fois très grinçant, très humoristique, destiné à un public adulte parce qu'on va dans tous les sens, puis parfois on va dans la grivoiserie, voire même la vulgarité. En 12 ans, le théâtre Sans masque a fait beaucoup de chemin et rien n'est laissé au hasard. Puis au début, là, c'était vraiment plus d'improvisation. Les répétitions, c'était pas aussi intense. Et tout ça, là, on dirait que c'est devenu comme un vrai spectacle. C'est donc mission accomplie pour une autre histoire de Noël qui a fait salle comble lors de ces 3 représentations de la fin de semaine. C'est donc un rendez-vous à l'année prochaine, ici même au Côté Court de Jonquière. Michael Fréchette, ATM Nouvelles, Saguenay. Le spectacle Décembre a comblé les Saguenayens à l'occasion de son retour cette fin de semaine après 6 ans d'absence. Il ravive la magie de Noël chez les petits et grands depuis 17 ans, avec comme défi de se renouveler chaque année. Mon collègue Pascal Gachette s'est entretenu avec le comédien et chanteur David Leblanc. Bonjour, Monsieur David Leblanc. Bonjour. Alors, quelle a été la réaction du public saguenayen après ce retour-là de décembre? Une très belle réaction. Les gens étaient réceptifs, accueillants, heureux, puis on a vu opérer la magie de Noël. Vous avez donc réussi à mettre un peu de lueur dans les yeux des parents et des enfants? Ah, absolument. Les parents étaient rendus des enfants, en fait. ça réveille le cœur d'enfant de tous les spectateurs. C'est ça un peu la magie de Noël. Donc, exactement. Et d'ailleurs, vous faisiez partie de la dernière prestation qui était au Saguenay. Il y a eu 6 ans d'absence. Oui. Comment vous avez vécu ce retour-là un peu? Avec fébrilité, parce qu'en fait, tu vois, j'ai dû arrêter un peu là, d'être avec le spectacle Décembre pour des raisons familiales. Puis là, on m'a rappelé pour faire la baie, ce qui me donnait une fenêtre là, de 4 jours à proximité de la maison pour renouer là, avec les membres de la famille. On se connaît depuis une vingtaine d'années. La première édition a eu lieu en 2002, donc j'ai fait pendant 15 ans avec eux. Puis là, mon costume est encore... il y avait encore la forme de mon corps dans le costume. D'ailleurs, vous l'avez mentionné, là, ça fait presque 17 ans que ce spectacle existe. Oui. Comment il fait, ce spectacle, pour survivre année après année? Parce que des chants de Noël, les thèmes de Noël, il faut les renouveler, mais comment on fait? Il faut les renouveler. Par contre, il faut garder en tête qu'il y a énormément de côté nostalgique dans la période des fêtes. On se souvient, les plus beaux Noëls sont ceux qu'on vivait quand on était tout petit, puis la magie du Père Noël et tout. Donc, on doit quand même conserver le côté traditionnel du temps des fêtes. Et puis, ça, de le renouveler,
ça se renouvelle automatiquement juste par la magie de Noël. Maintenant, il y a des trucs un peu plus d'actualité qui vont être ajoutés. Il y a des compositions originales qui ont été ajoutées. Tu vois, cette année, il y a eu un nouveau numéro qui est un duo que je fais avec le jeune Marc-Olivier qui a une voix exceptionnelle. Donc, on va renouveler souvent dans les costumes, dans le décor, on va revisiter un peu les arrangements, mais les traditionnels de Noël, on ne peut pas les réinventer. Puis c'est notre vision, en fait, qui renouvelle le Noël à chaque année. Donc, il faut garder le traditionnel, mais aussi mettre sa petite touche personnelle, Absolument. les costumes, les chants, les musiques. Oui, absolument. Est-ce que c'est compliqué pour un comédien d'être au milieu de tout ce beau monde? Il y a des comédiens, il y a des acteurs, il y a des chanteurs. C'est vraiment une grosse machine. C'est une grosse machine. Et en fait, c'est l'expérience qui va être, je dirais, la clé à travers tout ça. L'expérience différente de tous les acteurs. Tu vois, le duo que j'ai eu à faire avec le petit Marc-Olivier, qui a 11 ans, m'a demandé, en fait, de m'asseoir avec en dehors de la scène, puis de discuter avec, tu sais, qu'est-ce qu'on avait besoin. On avait un duo à faire, puis un duo, c'est pas une personne et une autre personne qui chante. En fait, c'est 1 + 1 va égaler une chorale. Tu sais, c'est s'asseoir pour expliquer c'est quoi le terme symbiose, c'est quoi le terme synergologie. Tu sais, on chante, on peut pas se parler, il faut que ça se passe dans les yeux. Il faut habiter les personnages, les vivre, puis y croire réellement. Donc, c'est ça le défi. Et en fait, la beauté de la chose, c'est qu'on est beaucoup d'acteurs et de comédiens à s'entraider. Il y a, tu vois, des moments où certains vont avoir des problèmes de gorge parce que c'est la période hivernale, c'est exigeant, c'est comme courir un marathon, faire une série d'une 20aine de spectacles comme ça. Fait que si quelqu'un a un peu mal à la gorge, ben on peut, entre guillemets, tricher ou sinon aider, faire des notes, changer des mélodies, etc. Donc, c'est un travail d'équipe, c'est une famille où tous les acteurs sont importants et tout le monde va prendre, en fait, là, la place qu'il doit prendre pour collaborer au maximum à la production puis faire opérer la magie de Noël. Ouais. D'ailleurs, votre rôle, est-ce qu'il a évolué entre ces dernières années et l'année 2019? J'allais répondre non spontanément parce que je fais le rôle du maire du village avec un chapeau de forme puis de la fourrure et tout. Puis, tu vois, je suis un peu émotif juste en répondant parce qu'au départ, je n'étais pas papa il y a 17 ans. Puis maintenant que j'ai un petit garçon, puis en plus, j'ai dû faire un duo avec le jeune Marc-Olivier qui doit faire mon fils, bien, tout le rôle ça prend tout son sens. L'expérience de vie amène quelque chose aussi, alors? Absolument, absolument. Partout. Je veux dire, l'expérience de vie, ce qu'on acquiert, que ça soit positif et même négatif, va nous aider dans tout ce qu'on a à faire dans la vie. Oui, et d'autant plus sur le spectacle, si tu me demandes, il y a 17 ans, ta vision d'un duo comme celui que tu as fait pendant le spectacle, est-ce qu'elle aurait été différente? Bien, sans aucun doute. C'est clair. Ouais. D'ailleurs, il y a eu 4 prestations en 3 jours, donc c'est quand même un gros marathon. Comment on fait pour tenir le coup? Surtout que samedi, il y avait eu 2 prestations d'affilée comme ça, là. Oui. Écoute, ça va... Là, c'est du tout, c'est chacun. Je sais que pour certains, de faire ce métier-là, ça demande une discipline presque olympique. OK? Un bon repos, boire de l'eau, manger santé et tout. J'ai un petit sourire ici, mais tu sais, j'ai fait mes débuts dans des bars à chanter du gros rock, là, du heavy metal. Fait que c'est comme partir dans un tout inclus, puis avoir à aller visiter assis derrière un 4x4. Il y a des défis, mais des défis qui sont émotifs, des défis d'horaire. Je veux dire, vocalement, il y a des défis, mais c'est des beaux défis qui se règlent, je pense, au point de vue psychologique. T'sais, avoir mal à la gorge, pour moi, c'est plus avoir une fatigue, puis avoir peur ou anticiper d'avance les notes. Les notes très élevées que j'ai à faire ou très exigeantes sont, par exemple, pour le menu chrétien. Moi, je voyais mon grand-père, ma mère chanter ça. Fait que c'est pas physique. Ça demande simplement une hygiène de vie, une organisation. Et enfin, pour terminer, M. Leblanc, est-ce que vous pensez que décembre 2020 se refera à Saguenay? Je l'espère, je ne sais pas. C'est quelque chose de gros qui demande beaucoup de technique et d'énergie à faire entrer au théâtre à la baie. Maintenant, il y a des modifications qui ont été faites et on remercie tous les gens qui ont collaboré. Merci beaucoup, M. Leblanc. Merci. Merci beaucoup, M. Leblanc, en espérant vous revoir sur les planches d'une éventuelle édition 2020 de décembre. Je m'entretenais avec David Leblanc, comédien et chanteur du spectacle Décembre, qui a effectué un retour en terre Saguenay cette fin de semaine après 6 ans d'absence.
Sur la scène sportive maintenant, malgré 2 victoires en 3 parties cette fin de semaine, les Saguenayens de Chicoutimi n'ont pas été à la hauteur selon leur entraîneur Yannick Jean. Les matchs de samedi et dimanche ont été marqués par l'indiscipline. Jade Brouillette, vous étiez à la rencontre de samedi et Yannick Jean n'était pas satisfait. Non, Yannick Jean n'était pas satisfait de son équipe puisqu'ils ont écopé de plusieurs pénalités. Ça a été 16 minutes de pénalité lors du match de samedi. Ils ont accordé 5 avantages numériques à leurs adversaires, les Highlanders de Charlottetown. Ils ont donc encaissé une défaite de 2-1. Et la frustration s'est emparée d'eux en fin de troisième alors qu'ils tentaient de créer l'égalité. Je vous laisse entendre Yannick Jean sur le sujet. On a pris du momentum à quelques reprises dans la rencontre, puis on se l'est enlevé nous-mêmes en prenant des mauvaises pénalités. Même chose à la fin de la troisième, où est-ce qu'on avait, l'arbitre avait un avantage numérique dans le bras, puis on l'a éliminé nous-mêmes. Et c'est un scénario semblable qui s'est produit dimanche face aux Cataractes à Shawinigan. Les Saguenayens ont cette fois écopé de 20 minutes de pénalité, mais ils ont en quelque sorte su profiter de cette indiscipline puisqu'ils ont marqué 3 buts en infériorité numérique pour finalement l'emporter 6-4. Et quels sont les joueurs qui se sont démarqués en fin de semaine? Et 3 joueurs se sont démarqués lors de cette fin de semaine. Après avoir écopé de 2 mauvaises pénalités samedi, Justin Ducharme s'est bien repris avec une performance de 2 buts et 2 passes. Il y a aussi le capitaine Raphaël Harvey-Pinard qui a récolté 1 but et 3 passes lors du match de dimanche. Et Félix-Antoine Marcotti, a obtenu une belle fin de semaine lui aussi, alors qu'il a amassé 1 but et 2 passes lors de la rencontre de dimanche face aux Cataractes. Et qu'en est-il de la performance des gardiens? Et les gardiens des Saguenayens ont encore une fois été très solides devant le filet des Bleus. C'est Daniel Maudy qui a pris le départ vendredi face aux Titans pour aider son équipe à l'emporter 4-2. Alexis Cheng qui était devant les buts pour les rencontres de samedi et dimanche. Il a reçu 64 tirs lors de ces 2 matchs et a aidé les siens à l'emporter 6-4 dimanche, alors que les Saguenayens tiraient de l'arrière 4-2 après 2 périodes. Rapidement, Jade, à quand le prochain match? Ils recevront la visite du Drakkar de Bécomo vendredi à 19h30. Merci beaucoup, Jade. Ça m'a fait plaisir. La division B de l'équipe de e-sport des Gaillards a une nouvelle fois remporté la saison régulière et les séries éliminatoires hier contre le Cégep de Limoilou. Pour se lancer dans les compétitions, le Cégep de Jonquière exige que les élèves maintiennent un mode de vie équilibré. Un reportage de Antoine Pellan-Raté. Clavier, souris, écran, des mots qui peuvent paraître anodins pour certains, mais qui représentent beaucoup pour plus d'une vingtaine d'élèves du Cégep de Jonquière qui ont comme passion le sport électronique. Leurs efforts constants et leurs pratiques hebdomadaires dans les dernières semaines ont permis à une de leurs 3 divisions qui s'entraîne avec le jeu Overwatch de remporter la saison régulière intercollégiale de e-sport. Dans le fond, c'est tout au long de la session. On a des parties à chaque semaine, comme je le dis. Depuis le début de la session, on se pratique puis on fait des parties à chaque semaine. Donc, on a eu, je pense, 5 parties en tout durant 5 semaines. Puis, les séries éliminatoires se sont découlées sur 2 semaines, là. La division de Xavier est composée de 6 joueurs. Ils sont supervisés par un coach qui les invite à développer leurs réflexes. C'est de pratiquer aussi les stratégies en équipe sur les différentes cartes du jeu en tant que tel. Puis, c'est ça, pratiquer nos réflexes en général, oui, puis pratiquer notre jeu d'équipe. Cependant, pour avoir le privilège de participer et de s'inscrire au e-sport du Cégep de Jonquière, les élèves doivent faire un minimum de 2 heures d'activité physique par semaine et ne pas échouer 3 cours ou plus par session. Ça peut amener aussi à un niveau plutôt social pour les personnes qui étaient un petit peu plus réservées à la base. Je crois que si on n'avait pas justement l'équipe en tant que telle, je crois qu'on ferait la même chose à l'extérieur. Pour Xavier, l'encadrement des jeux vidéo sous forme de sport électronique permet à des élèves de conserver un mode de vie sain et de créer des liens d'amitié solides. Pour s'inscrire, il suffit d'écrire une demande sur la page Facebook de Gaillard eSport. Les pratiques sont le mardi et le mercredi soir. Antoine Pellan-Raté, ATM Nouvelles, Saguenay. Valérie Maltais a remporté sa toute première médaille d'or en carrière en patinage de vitesse sur longue piste à la Coupe du monde d'Astana au Kazakhstan. La Berrivraine est montée sur la plus haute marche du podium de la poursuite par équipe en compagnie de ses compatriotes Ivani Blandi et Isabelle Weideman. Il s'agit d'un 2e podium de suite en poursuite sur le circuit de la Coupe du monde pour le trio canadien après une 3e place il y a 2 semaines en Pologne. À la météo maintenant, Samuel Bouchard-Baudouin, le temps sera doux pour les prochaines heures.
Premièrement, ce soir, ce sera de la pluie intermittente avec un maximum de 2 degrés. Cette pluie va d'ailleurs se poursuivre durant la nuit. Cependant, la température qui va passer d'un maximum de 2 degrés à un maximum de 6 degrés. Demain matin, la pluie qui va cesser, qui va laisser place à un temps plutôt nuageux. Cependant, les averses de pluie et de neige vont reprendre en début d'après-midi avec un maximum de 7 degrés. Environnement Canada a fait émettre un avertissement de froid soudain sur la région pour la journée de demain. Alors, on conseille aux automobilistes de faire attention car l'eau qui a été accumulée sur les chaussées va donc geler. Voilà, Pierrick, c'était les prévisions météorologiques pour la région. Merci, Samuel. Voilà, c'est ce qui complète votre bulletin d'information. Merci d'avoir été là. Au revoir.